Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et je vous rappelle qu'il est très important que vous diffusiez cette vidéo au maximum autour de vous, que vous la partagiez auprès de vos amis, c'est très important. Et au sommaire, aujourd'hui, nous commencerons cette émission avec une censure incroyable contre Boulevard Voltaire sur Twitter. Nous reviendrons ensuite sur la colère de Gérald Darmanin après une action contre l'immigration illégale dans les Pyrénées. Nous analyserons les raisons de cette hystérie. Comme d'habitude, nous reviendrons sur l'actualité médiatique de la semaine dans notre revue de presse. Et enfin, nous nous intéresserons aux étranges réactions médiatiques après le tabassage de Yuri, cet adolescent d'origine ukrainienne. Immédiat numéro 333, c'est parti. Et pour commencer cette émission, eh bien c'est l'image de la semaine. Et cette image, Jean-Yves, c'est celle d'une censure, la censure de l'image qui orne le compte Twitter de Boulevard Voltaire, un tableau. Alors, le compte Twitter de Boulevard Voltaire a effectivement été coupé à cause de son bandeau, qu'ils ont d'ailleurs depuis des années et des années. Et ce bandeau, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la liberté guidant le peuple de Delacroix, l'un des tableaux les plus célèbres de l'histoire française. Coupé, censure. Alors ça a été censuré et on a joint Gabrielle Cluzel au téléphone pour qu'elle nous en dise un peu plus sur sa réaction. Vous imaginez bien que pour un média comme le nôtre, couper Twitter, c'est un peu couper l'eau ou l'électricité, parce que malheureusement les voies de communication aujourd'hui et de réseaux sociaux sont organisées en oligopole et c'est difficile de se passer de ce qui s'est imposé de cette façon-là. C'est une censure absolument ubuesque. Nous avons eu du mal à y croire au départ. C'est vraiment ahurissant et c'est digne du Gorafi. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a parfois une barrière très floue entre les sites satiriques et la réalité. Nous sommes dans une dimension vraiment surréaliste. Alors évidemment, on peut imaginer tout de suite, on m'a dit, ça c'est l'intelligence artificielle, c'est les ratés de l'intelligence artificielle. Mais peut-être y a-t-il un deuxième tri, et peut-être ce deuxième tri est-il fait par des modérateurs absolument incultes, qui n'ont vu là finalement qu'une femme exhibitionniste à demi-nu, armée, puisqu'elle est armée, et entraînant, haranguant une foule insurrectionnelle. J'écarte l'hypothèse de l'algorithme, et notamment l'algorithme avec la femme nue, parce que y a énormément de comptes Twitter qui représentent des tableaux, et les tableaux, ils représentent y compris des nus féminins. Donc j'écarte cette hypothèse. Alors après, il y a deux hypothèses. Est-ce que c'est le modérateur inculte ou le modérateur, au contraire, très cultivé et très conscient? Je dois dire que ce tableau, qu'est-ce qu'il représente? Il représente effectivement la liberté guidant le peuple. Après quoi? Après une censure. Qu'est-ce qui motive la révolution de 1830 en France? C'est la censure préalable rétablie par ordonnance par le Premier ministre de Charles X, le prince de Polignac, voilà. Donc c'est une révolte contre la censure. On comprend qu'effectivement ça puisse énerver Twitter. Et puis le tableau, il est plein de symboles, et notamment il représente l'unité du peuple contre la censure, parce qu'on voit un ouvrier, le garçon à la casquette, on voit un bourgeois avec le chapeau, on voit un paysan, on voit des insignes tricolores qui renvoient à la République, mais aussi des insignes blancs qui renvoient à la monarchie. Donc ça représente l'unité du peuple dans sa diversité contre la censure. Alors, forcément, il y a un type qui a dû avoir peur quelque part, quoi. Oui, c'est pas faux. En tout cas, ce qui est intéressant, Jean-Yves, c'est que Gabrielle Cluzel a réussi à joindre un responsable de Twitter France. On l'écoute. Les gouvernements ont laissé s'imposer de cette façon-là. Et donc j'ai pu me procurer le téléphone du patron de Twitter France, qui m'a été assez aimable du reste, et qui m'a expliqué de façon assez elliptique que c'était sans doute, il fallait voir là, il y avait un certain nombre de ratés actuellement, que c'était le contre-coup de mesures prises. Moi, j'ai compris à demi-mot, évidemment, que c'était toutes les mesures visant à museler
Donald Trump et ses partisans. Donc j'espère bien, j'ai bon espoir. Il m'a demandé de lui communiquer un certain nombre d'éléments. J'ai bon espoir que notre compte soit rétabli parce que c'est vraiment absolument absurde. Mais en attendant, nous n'avons plus rien. Oui, alors c'est très affligeant finalement parce que on comprend que le responsable de Twitter France c'est un petit garçon de course en fait, un petit garçon de course de la maison mère aux États-Unis, et que la France est vraiment une colonie numérique des États-Unis et de la Californie et de la Silicon Valley, quoi. Oui, a priori, c'est assez pitoyable. A priori, il n'a pas le pouvoir de remettre immédiatement le compte en fonctionnement. Bon. C'est pitoyable. Ouais, bon. Pitoyable. À voir, en tout cas à suivre, on suivra ça. Pitoyable. Passons au premier sujet. Gérald Darmanin, scandale sexuel, dissolution et diversion. Après une action des identitaires dans les Pyrénées, Gérald Darmanin s'est dit scandalisé et met donc à l'étude la dissolution de cette association. Et on va écouter Éric Zemmour qui propose une explication sur cet empressement à la dissolution. Pourquoi Darmanin agit ainsi ? Darmanin a annoncé à grands coups de trompette qu'il prononçait la dissolution du CCIF et de Barak City, de groupes islamistes, etc. Et maintenant, il cherche un équilibre. Et donc il a trouvé, avec Génération Identitaire, il croit avoir trouvé son en même temps. Il veut équilibrer sa position. Il ne veut pas paraître uniquement anti-islamiste et donc qu'on lui prête des intentions anti-musulmanes. Et pour cela, il fait le classique rhétorique de la tenaille identitaire. Ça, c'est le grand discours des prétendus républicains. Nous sommes au milieu entre deux identitarismes, deux extrêmes identitaires qui se font face l'un l'autre et que nous devons combattre symétriquement. Ce qu'on appelle l'islamisme radical, et donc en face, il faut un pendant qui est l'identitarisme nationaliste français. Et tous les bons républicains vous disent vous voyez, il y a une tenaille identitaire, ces deux-là se valent bien, ils sont deux extrêmes et donc nous les combattons tous les deux. Le développement d'Éric Zemmour sur la tenaille identitaire est tout à fait intéressant. Je crois qu'il faut aussi comprendre comment Darmanin se positionne dans le jeu médiatique. Le malheureux est considéré comme un ministre de droite, sous prétexte qu'il vient de LR et qu'il a été sarkozyste. Le ministre de l'Intérieur, de toute façon, dans tous les gouvernements, on considère que c'est un type de droite ou d'extrême droite. Donc ça, c'est un cas de figure classique. Et donc, en permanence, les ministres de l'Intérieur cherchent, on l'avait vu d'ailleurs, y compris avec Sarkozy, quand il avait supprimé la double peine, cherchent à donner des gages à la gauche, pour dire, écoutez, quand même, j'ai un profil gauche qui est pas mal aussi, voilà. Et donc, c'est la soumission, au fond, à la logique dominante des médias, qui peut conduire Darmanin à dire, écoutez, vous voyez, malgré tout, je tape sur la droite identitaire, voilà. Ça, c'est la soumission aux médias. Et puis, il y a une autre opération que Zemmour n'a pas évoquée, c'est que Darmanin, il a des casseroles, et notamment, il a une affaire assez sordide d'échange en faux. Vous savez, c'est pas pétrole contre nourriture, c'est sexe comme contre-intervention ou avantage. Bon, c'est pas brillant, mais comme cette affaire ressort, eh bien, et qu'elle ressort notamment dans un article de Mediapart, eh bien, il fait une conférence de presse de diversion où il lance l'os, je dissous Génération Identitaire et donc je me refais la cerise et on parle d'autre chose. Voilà. Effectivement, c'est des accusations de viol. La justice qui avait réouvert le dossier à l'été dernier. Donc les faits dénoncés remontent à 2009. On avait à l'époque une sympathisante UMP et ancienne call girl qui avait sollicité un rendez-vous avec Darmanin, qui était élu à Tourcoing, en souhaitant qu'il intervienne en sa faveur pour faire effacer de son casier judiciaire une condamnation pour chantage et appel malveillant contre un ancien petit ami. Et elle l'avait ensuite accusé d'avoir exercé sur elle une pression morale en exigeant un rapport sexuel en échange de son aide. Une enquête préliminaire avait été ouverte, puis classée sans suite. Il y avait eu le dépôt d'une nouvelle plainte qui avait été soldée par un non-lieu, mais finalement l'enquête a été réouverte.
Et on a appris donc ça à l'été dernier. Et surtout, effectivement, le 26 janvier, eh bien, Mediapart sortait un article « Enquête pour viol, Gérald Darmanin face à ses contradictions ». On apprenait dans cet article que le ministre qui avait assuré au juge avoir mis de la distance avec cette personne, parce qu'elle devenait insistante, et ben en fait, cette mise à distance n'avait pas eu lieu. Leur échange de SMS montre l'inverse. Dans 36 messages, il la sollicite ou la relance pour la voir, alors même qu'à plusieurs reprises, eh bien, elle lui explique qu'elle ne souhaite plus le voir. On a quelques échanges. Le 27 octobre 2009, « Libre pour prendre un verre », signé Gérald. « Ne me contactez plus », lui répond-elle. « Si tu veux, même si j'aurais aimé prendre un dernier verre », lui répond donc Gérald Darmanin. Autre échange, le 4 novembre. « Bonne nuit à toi », signé Gérald. « Oublie mon numéro », rétorque-t-elle. « Ok, mais prenons un dernier verre », lui répond Gérald Darmanin. Le 16 décembre, il la relance. « Acceptes-tu de boire un verre ce soir ?» Et lui répond « Abuser de sa position, pour ma part, c'est être un sale con. La politique te correspond bien. Quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour baiser avec toi, ce sont ses mots, pour que tu t'occupes de mon dossier. » Et Gérald Darmanin qui lui répond « Tu as raison, je suis sans doute un sale con. Comment me faire pardonner ?» en lui proposant encore de la revoir. Donc Jean-Yves, on voit qu'effectivement... C'est un grand romantique, hein. Ouais, c'est... Bon, enfin, c'est minable. C'est minable. Le problème, c'est que ça le met... c'est un couteau sous la gorge de la part des juges et des médias. Et même si l'affaire est minable, faut savoir que pour une affaire assez comparable, un maire adjoint de Toulon a été condamné à 10 ans de prison. À l'époque, il échangeait des faveurs contre des logements. C'est un peu le même principe. Et donc, on comprend que pour éviter qu'on parle trop de ces SMS douteux et de ces pratiques quand même qui relèvent de la petite corruption, hein, eh bien, hop, il fait un contre-feu. C'est un classique politico-médiatique, le contre-feu. Donc le contre-feu contre cette association des identitaires. Et avec aussi un procureur qui s'est mis en valeur. Une enquête préliminaire pour provocation à la haine raciale a été ouverte par le procureur de Saint-Gaudens. Cette enquête est justifiée par des propos tenus sur une banderole très clairement anti-immigration. Donc Jean-Yves, a priori, c'est ça qui a motivé l'enquête. La dépêche qui reprend l'information ne la traite pas réellement, parce qu'il n'y a pas délit. On peut être contre l'immigration. Il n'est pas forcément permis de tenir des propos globalement négatifs sur les immigrés. Par contre, on peut être contre l'immigration. C'est une question de droit. Et donc, c'est quand même un peu bizarre que, le procureur ne connaisse pas le droit, et deux, que le média ne s'aperçoive pas non plus qu'il y a un vrai problème. On a le droit, pour le moment encore en France, d'être contre l'immigration, contre la mondialisation, voire contre la vaccination. Ça fait partie encore des libertés publiques. On a le droit d'être pour aussi. Voilà. Et donc, on a le droit d'être pour le débat, même. On est même le droit d'être pour le débat, oui, absolument. Et d'ailleurs, justement, il y a eu un débat sur les plateaux télé cette semaine par rapport à cette dissolution. On va écouter Olivier d'Artigol sur CNews. Si vous faites une recherche qui peut durer 5 à 10 minutes, pas plus, sur Internet, en tapant « génération identitaire » et en voyant l'univers politique autour de ce groupe-là, vous verrez rapidement des ramifications avec, en effet, les courants de l'extrême droite, avec un corpus idéologique qui fait des références à un passé qui fait froid dans le dos, première chose. Ça crée un climat, je trouve, qui, moi, m'inquiète. Voilà. Je crois que c'est à l'État régalien d'assurer la question des frontières. Et la manière dont ça se met en place, moi, me pose problème dans mon imaginaire politique. Mais je pense qu'il y a autour de Génération Identitaire des choses qui sont en train de s'installer qui, d'après moi, dépassent uniquement le débat politique. Mais vous pouvez... J'en sais rien. Par des formes d'action qui, moi, qui peuvent amener à d'autres choses après. Bon, ce brave d'Artigol, qui est un communiste tendre, un petit peu doux, il est quand même très foireux dans l'affaire, parce qu'il parle de ramification, il parle de climat, enfin, c'est pas précis, quoi, voilà. Ouais. On sent qu'il veut charger, mais qu'il n'a pas beaucoup d'éléments
d'éléments factuels. Voilà. Alors je crois qu'il est poursuivi effectivement dans une affaire antérieure en diffamation par les identitaires, donc il fait un peu attention. Oui, il fait attention à ce qu'il dit. Voilà. Le jugement sera rendu en février prochain. Et on a de l'autre côté un petit peu du spectre politique, on a Gilles William Goldnadel qui a défendu les identitaires. C'est un groupe qui proteste contre l'immigration illégale. Il vit très mal l'immigration illégale. Il veut réinstaurer les frontières. Il vit très mal l'impuissance d'État à gérer le problème de l'immigration illégale. Je vous mentirais en disant que ça ne correspond pas à ce que je vis moi-même très mal. Je considère que l'immigration massive et illégale est sans doute le premier problème de la France. En tout cas, je le vis comme ça. Je n'ai pas l'impression pour autant d'être un sympathisant nazi. On est dans une situation invraisemblable, où vous avez des jeunes qui veulent lutter contre l'immigration illégale et qui font l'objet de condamnations, même si elles sont relaxées, et même d'une demande de dissolution, indépendamment de ce que vous pensez pour eux. Et parallèlement à ça, vous avez un Cédric Herrou. Il est allé les rechercher, lui, de l'autre côté de la frontière, et par un arrêt du Conseil constitutionnel qui nous a sorti un principe de fraternité qui n'existe que sur nos mairies, le type est non seulement relaxé, mais même il est médiatiquement merveilleusement bien traité. Oui, on est rassuré. Goldnadel nous dit je suis contre l'immigration, pour autant je suis pas nazi, donc ça c'est tout à fait rassurant. Alors, sur le fond, ce qui est quand même extraordinaire, c'est quand on compare l'affaire des frontières, avec d'un côté les identitaires et de l'autre Herrou, on change la loi pour blanchir Herrou, ça c'est le Conseil constitutionnel qui fait ça, le Conseil constitutionnel dont le personnage le plus influent auprès du Conseil constitutionnel pendant 30 ans était monsieur Olivier Duhamel, dont on connaît la haute moralité, c'est le personnage qui a inspiré les grandes décisions du Conseil constitutionnel, donc qui a blanchi Herrou, et dans le même temps, on envisage au fond de surinterpréter la loi pour condamner les identitaires, notamment en disant mais ils sont contre l'immigration, ce qui est encore licite pour le moment. Et on peut même s'interroger aussi, parce qu'il y a des groupes, pour le coup, très, très virulents, parfois qui sont introduits de force dans les locaux de Valeurs Actuelles, qui tiennent des propos très anti-France, comme par exemple la Ligue de défense noire africaine. Là, pas de souci. Pas de souci. Et pour conclure, on va écouter la parole d'un ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. J'ai, avec une forme de plaisir, dissous des associations d'extrême droite et d'ultra-droite quand j'étais ministre de l'Intérieur. Et que si j'avais pu dissoudre Génération Identitaire pour ce qu'ils représentent et pour ce qu'ils font, je l'aurais fait, mais là encore avec plaisir, même si ça a peu de place dans une décision d'un ministre de l'Intérieur. Ce que je sais, c'est que par 2 fois, sur des faits qu'ils avaient commis, j'ai demandé au service juridique du ministère de l'Intérieur d'instruire la possibilité de dissoudre. Et à chaque fois, on m'a répondu qu'ils avaient commis des actes politiques très borderline, à la limite, mais jamais de faute juridique qui pouvait justifier la dissolution. Là, il y a des faits nouveaux. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a souhaité s'en emparer. Et j'espère, et vraiment je vous le dis du fond du cœur, que ces gens-là, qui se cachent derrière un militantisme associatif et qui en réalité sont xénophobes, racistes et provoquent de la haine dans notre société, puissent effectivement perdre cet écrin derrière lequel ils se protègent comme des lâches. Oui, alors, il est marrant, Castaner, parce qu'il dit les identitaires sont borderline. Castaner, quand il était ministre de l'Intérieur, il était plutôt no border, parce qu'il ne contrôlait pas vraiment les frontières. Et alors, il emploie une expression pour dire les identitaires ou l'association est protégée par un écrin. Qu'est-ce que c'est que cet écrin? C'est tout simplement la loi. Voilà. Et donc, bah oui, effectivement, la loi, normalement, elle doit s'appliquer à tous. Ouais, y compris aux gens qui pensent mal. En tout cas, on voit que Nicolas Demorand et Léa Salamé ne le mettent pas trop en difficulté sur ces questions-là. Non, ils jouent à domicile. Oui, là, c'est clair. Ils jouent à domicile. Passons à la revue de presse. Et pour commencer cette revue de presse, eh bien, Jean-Yves, on commence avec cette une du Parisien, une une qui date d'il y a un an, le 26 janvier 2020. Coronavirus, pas de panique. Ben voilà, le Parisien pourrait reprendre sa une, parce que pour le moment, c'est panique matin, midi et soir. Oui, c'est vrai que là, la donne a complètement changé, ce qui montre bien que les médias, il ne faut pas les écouter. Non, trop... les médias... faut prendre avec précaution. Oui, il faut prendre avec précaution. Alors justement, puisqu'on parle de coronavirus et de Covid-19,
Eh bien, Jean-Yves, on semble tout droit se diriger vers un nouveau confinement. C'est le sujet qui a agité les médias toute cette semaine. Et on va écouter le professeur Gilles Pialou qui répondait aux questions de Thomas Soto sur RTL ce mercredi à propos du futur confinement. On savait que de toute façon c'était inexorable. Le problème c'est ce qu'a voulu dire Jean-François Delfraissy. Il y a toujours quelques jours pour savoir quel est le format, quelle est la date. Il doit ressembler à quoi ce reconfinement ? Il doit ressembler à celui qui était d'avril. Un pays à l'arrêt. Oui, un pays à l'arrêt avec une économie qui va encore prendre un coup. Mais je pense qu'on est dépassé par cette pandémie. Et en réponse à ces propos de Gilles Pialou, eh bien, on a le docteur Gérald Kierzak, qui est spécialiste notamment sur LCI et TF1, qui tweet « Nous sommes dépassés par la pandémie. Mais où ? Quand ? Quoi ? On ne vit pas les mêmes choses. La peur est très mauvaise conseillère. Confiné, a fortiori préventivement, est moyenâgeux et dangereux. Agir, anticiper, avancer, oui. » Donc Jean-Yves, on voit que tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Alors d'abord, il faut se reporter aux chiffres. Et il y a un certain nombre de comptes Twitter qui donnent les chiffres officiels, qui peuvent être d'ailleurs parfois faux, on l'a vu la semaine dernière à propos des chiffres des hospitalisations à Nice, mais enfin... Où les tendances sont à peu près chiffres officiels. Et donc, on a un compte Twitter d'orphelin qui donne les chiffres tels qu'on peut observer le virus dans les eaux usées. Ce qui est d'ailleurs très intéressant parce que le virus apparaît dans les eaux usées avant même d'apparaître en quelque sorte dans les hôpitaux ou même dans les symptômes. Et donc, on voit que les courbes sont à peu près plates. Pas tout à fait en bas, bien sûr, mais les courbes sont à peu près plates. Donc, il n'y a pas trop de raison de s'affoler. Il y a aussi Nicolas Meillan qui fait un travail tout à fait remarquable de mise en courbe des données de contamination, d'hospitalisation en réanimation. Et là aussi, on voit des courbes assez stables, qui montent légèrement, très légèrement montantes. Donc, il n'y a pas lieu de s'affoler. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, évidemment, les médias choisissent le jour où ça bouge tous les jours. Hein. Il y a des pics, il y a des creux. Notamment, il y a des creux le week-end et donc il y a des pics le lundi ou le mardi. Donc, on communique le lundi ou le mardi pour faire peur. Mais comme ça suffit pas, là, on est sur la logique du variant anglais. Oui, et on dit, voilà, le variant anglais, ça va être terrible. Bon, c'est pas impossible que le variant anglais apporte le mutant en l'occurrence, mais bon, apporte des éléments nouveaux. Mais pour le moment, on ne les voit pas. Et puis surtout, où sont les études sur l'avantage, inconvénient du confinement, y compris sur la santé mentale, y compris sur les suicides? Où sont les études coût-avantage? Ça, on n'a pas. Ouais. Et on n'a pas non plus eu jusqu'ici beaucoup d'études sur les traitements, à la fois la prévention, il faut prendre ou non des médicaments, de la vitamine, en prévention, qu'est-ce qu'il faut prendre en début de maladie et comment on traite en maladie plus avancée. Il y a vraiment peu de choses qui ont été publiées, sauf sur des médias alternatifs. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, Macron réunit une équipe pour parler du sujet, mieux vaut tard que jamais. Ouais, mieux vaut en l'occurrence très tard que jamais. Mieux vaut très tard que jamais. Mais c'est déjà ça. Toujours sur le coronavirus, Jean-Yves, on va se déplacer aux États-Unis où le président Joe Biden fait donc la une des médias dans sa lutte contre le coronavirus. On le voit avec cet article de CNN qui considère que le plan de vaccination de Joe Biden part de rien. Voilà, ce sont les mots dans le titre de CNN. Sauf que quand on regarde l'article en question, eh bien, on voit que le docteur Fauci déclare « Nous ne partons certainement pas de rien ». Donc on commence à se poser des questions, qui a raison? Et on se rend compte quand on lit un article du Washington Post, qui est beaucoup plus honnête, que l'objectif de Joe Biden, qui est d'1 million de vaccinations par jour, eh bien en fait, dans les derniers 8 jours du mandat de Donald Trump, eh bien, il a été réalisé 1 million de vaccinations par jour, 4 jours sur 8. Donc finalement, CNN était complètement dans le faux. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on voit la même information traitée de manière radicalement différente par deux médias, en l'occurrence politiquement corrects. Oui, là, CNN et le Washington Post. Et donc CNN monte un bastringue anti-Trump, dont le Washington Post explique qu'il y a rigoureusement
rien à faire, rien à dire. Là, CNN a fait très fort. Changement de sujet, Jean-Yves, avec la censure, avec ce tweet qui avait été censuré par Twitter, celui d'un compte d'extrême gauche, Mélusine. Violence sexuelle massive contre les femmes, les enfants, les hommes gays, et une question de civilisation. Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer? Le tweet qui avait été censuré par Twitter, puis rétabli assez rapidement d'ailleurs, avec un article de Numérama qui déclare que le réseau social est revenu en arrière et Ferrare a admis une erreur et une faille dans son processus de modération. En concluant l'article, le réseau social a d'habitude pour coutume de ne pas commenter les cas particuliers. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on voit très bien que la modération n'est pas liée à la loi, mais au conformisme politiquement correct. En l'occurrence, la phrase « Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer ?» c'est une phrase qui est pénalement poursuivable. Au titre de la loi Pleven, je n'approuve pas la loi Pleven, donc je n'approuverai pas des poursuites contre ce texte, mais c'est pénalement poursuivable parce qu'on dit « les hommes cessent de violer ». Oui, on ne dit pas des hommes. Oui, pas des hommes, les hommes, l'ensemble des hommes. Voilà, c'est poursuivable. Bon. Et donc, je ne pense pas qu'il faut poursuivre d'ailleurs, moi je suis contre ces lois. Mais en l'occurrence, Twitter, qui est censé modérer les tweets qui sont en dehors du cadre légal, pouvait légitimement le censurer, d'autant plus qu'il ne coupait pas le compte, il coupait le tweet. Sachant qu'ils sont revenus dessus très rapidement. Alors, ils sont revenus dessus très rapidement parce que, évidemment, le lobby féministe est monté en ligne et Twitter, les gens de Numérama, tout ça, se sont aplatis. Ouais. Voilà. Et là, pour le coup, le patron de Twitter France, il a vite trouvé le bouton pour débloquer le compte. Oui, parce que chez Boulevard Voltaire, c'est pas la même chose. Ah oui, non, mais là, le patron américain doit être d'accord. Voilà. Alors, on va se diriger en Belgique, Jean-Yves, puisqu'il y a une escroquerie politique, enfin une escroquerie réalisée plutôt par un parti politique, par des membres d'un parti politique en Belgique. C'est Présent qui nous l'apprend. Les socialistes belges se sont réveillés lundi avec une sérieuse gueule de bois. Une affaire d'abus de biens sociaux, de faux et usage de faux et d'escroquerie en bande organisée compromet plusieurs de leurs dirigeants. Et parmi ces dirigeants, quelqu'un qui nous intéresse, vous allez nous expliquer pourquoi, Stéphane Moreau. Alors, Stéphane Moreau, c'est le patron du PS Wallon. C'est le patron de la région de Liège, en Wallonie, le patron politique. Et ils ont fait beaucoup d'interventionnisme économique avec des entreprises économiques, des entreprises qui agissaient dans le monde économique, y compris dans le monde de la presse. Et c'est eux qui étaient les patrons de Nice Matin. C'est-à-dire que vous voyez, Nice Matin, c'est le grand quotidien régional de Nice. Eh bien, le propriétaire, c'était, indirectement, c'était les patrons socialistes, plus ou moins corrompus, de Wallonie. Et quand, comme le journal perdait beaucoup d'argent, ils ont décidé de le vendre, ils ont choisi à qui ils le vendaient, et entre Valeurs Actuelles, le groupe de Valeurs Actuelles qui voulait le racheter... Et qui avait la meilleure proposition. Et qui avait la meilleure proposition, et Niel du Monde, eh bien évidemment, ils ont choisi Niel du Monde parce que c'était plus conforme à leur idéologie. Faites confiance aux médias pour être bien informés. En tout cas, dans Présent, au moins, on est bien informé puisqu'on a cette information qui est très importante pour bien comprendre le monde dans lequel on vit. Autre actualité, c'est un titre que je voulais vous soumettre, Jean-Yves, du Parisien. Expédition punitive en plein Paris, ces gangs tamouls qui inquiètent. Alors, c'est amusant parce qu'on peut dire ces gangs tamouls, on peut dire ces gangs tchétchènes, mais on ne peut pas dire ces gangs africains ou ces gangs arabes. Donc, il y a certains mots qu'on peut utiliser. Dans les deux cas, d'ailleurs, c'est légal. Je reviens toujours par rapport à la loi parce que ça ne vise pas les Tamouls en général, ou les Arabes en général, ou les Africains en général, mais les gangs qui correspondent à ce type de personnes. Mais ce n'est pas l'ensemble des personnes en question. Mais là, pour les Tamouls, on peut le dire. Pour les Tchétchènes, on peut le dire. Vous vous souvenez de l'affaire de Dijon. Oui. Mais pour d'autres, on ne peut pas le dire.
Il y a des espèces plus protégées que d'autres. Exactement. C'est de la biodiversité, en quelque sorte. Et on va passer à un sujet différent, religieux, puisque, vous le savez, Jean-Yves, il y a une charte de l'islam qui est en préparation par le gouvernement. Et on a à Lyon des figures importantes religieuses qui se rebiffent contre la charte des principes de l'islam. C'est Libération qui nous l'apprend. La charte des principes de l'islam, en gros, elle demande à ce que les principes républicains ou français l'emportent sur la charia. Ce qu'évidemment, beaucoup de musulmans, et même très peu de musulmans, ne peuvent accepter. Simplement, c'est une affaire sur les médias, que les médias traitent assez peu, et notamment quand ils traitent cette affaire de loi sur le séparatisme, ils ont tendance à parler des religions en général, alors que le problème n'est pas avec les religions en général, il est avec l'islam en particulier, pour des raisons qui tiennent aux textes fondamentaux de l'islam, qui sont assez différents des textes fondamentaux du christianisme, par exemple, ou du bouddhisme. Oui, sans compter qu'avec le rapport de force démographique qui est en train de... Enfin, il y a quand même une poussée démographique des musulmans en France qui, du coup, font que ce genre de questions se posent plus qu'elles ne se posaient avant, finalement. Bien sûr, mais là, en l'occurrence, on a un débat qui est passé complètement... les médias n'en disent pas grand-chose. Les médias n'en disent pas grand-chose, donc c'est très difficile de vous en parler, puisque là, on est dans une désinformation par occultation, qui est d'ailleurs la plus efficace, il faut bien le dire. Alors, pour conclure cette revue de presse, Jean-Yves, eh bien, je vous propose d'écouter Éric Zemmour, qui évoque la remigration. Raciste, on a déjà eu cette conversation, raciste, ça veut dire qu'on a une vision du monde qui repose sur la hiérarchie des races. C'est ça être raciste. Maintenant, vouloir la remigration, ce n'est pas être raciste. C'est considérer qu'il y a trop d'immigrés en France, que ça pose un vrai problème d'équilibre démographique et identitaire, que l'identité de la France est en danger, et donc c'est dire, voilà, on va renvoyer les immigrés qui ne s'assimilent pas. C'est ce qu'a fait la France pendant un siècle. Le général de Gaulle n'était pas raciste. Léon Blum n'était pas raciste. Dans les années 30, on renvoie des immigrés italiens et polonais parce qu'ils sont au chômage et qu'on estime qu'ils ne s'assimilent pas. Bon, et c'est la gauche qui fait ça. Éric Zemmour est tout à fait clair, comme d'habitude. Il utilise le terme remigration, qui a connu finalement un certain succès. Il entre dans l'espace public et ça correspond quand même à ce que pensent beaucoup de Français, puisque un sondage Kantar de 2018 révélait que 54% des personnes interrogées souhaitaient un départ en nombre très important d'immigrés présents sur le sol français, ce qui n'est rien d'autre que la remigration. Mais quand je dis 54%, c'est sur l'ensemble des personnes interrogées. Si on prend ceux qui ont émis une opinion, on est à 60%. Donc on est très très largement majoritaire. C'est noté. Passons au deuxième sujet et on va s'intéresser à l'affaire Yuri. Vous avez tous vu les images de cet adolescent d'origine ukrainienne tabassé violemment à terre, laissé pour mort et qui a sombré dans le coma, qui aujourd'hui, à l'heure où on enregistre cette émission, semble aller un petit peu mieux. Bien ce matin, on a appris que 9 mineurs avaient été placés en garde à vue pour cette agression sauvage, une agression qui a eu lieu le 15 janvier dernier. On en a entendu parler d'abord par un appel à témoins relayé sur Twitter, un appel à témoins lancé le 18 janvier. Et puis on a eu le premier article le 20 janvier sur le site actu.fr. Et enfin, on a eu une dernière étape décisive dans la médiatisation, les images de vidéosurveillance qui sont apparues le 22 janvier. Et là, Jean-Yves, les articles et les reportages ont commencé à sortir. Alors, on constate deux choses. C'est un grand décalage entre une affaire très violente, un lynchage très violent d'un adolescent de 14 ans, et la sortie médiatique de la chose. Il y a un décalage de 5-7 jours, en fait. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que finalement, il s'agit... Alors c'est assez intéressant, parce qu'on aurait pu dire que c'est un immigré, puisque c'est un Ukrainien. Mais en fait, le vrai clivage dans l'esprit des médias,
il n'est pas entre les immigrés et les non-immigrés, il est entre les Européens et les non-Européens. Et donc là, comme ce garçon est européen, c'est pas très intéressant de mettre en avant les misères qu'il subit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que l'affaire n'est sortie que parce que les images sont sorties, et les images sont celles des caméras de vidéoprotection. Et la préfecture de police, ou le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, je ne sais pas, ont demandé à l'IGPN, à l'inspection générale de la police nationale, d'enquêter, oui. Non pas sur les faits eux-mêmes, mais sur la sortie des images. Bon, ils ont enquêté quand même sur les faits eux-mêmes. Oui, mais c'est pas les mêmes. Oui. C'est pas les mêmes. L'IGPN enquête sur la sortie des images. Mais c'est vrai que Gérald Darmanin, il a une grosse semaine. Là, il a demandé pas mal de choses. Vous savez, c'est pas nouveau parce que l'un des premiers actes, ça remonte maintenant à plus de 10 ans, qui avait permis de montrer le racisme anti-français, c'était une vidéo prise dans un bus. Oui. Qui avait été publiée par François Dessouche. Et à l'époque, on avait aussi cherché à poursuivre ceux qui avaient fait sortir la vidéo. Voilà. Parce que le problème n'est pas d'empêcher les faits, c'est d'empêcher que les faits soient connus. Et on a, à ce propos, on a un tweet de Brice Couturier, journaliste à France Couture. Le parti des médias, après avoir dissimulé pendant une dizaine de jours l'agression de Yuri, a trouvé une version de diversion, bagarre entre bandes rivales, dégueulasse. Et effectivement, Jean-Yves, eh bien, on a eu des accusations médiatiques, avec par exemple cet article de BFM, où on apprend, les enquêteurs s'interrogent, Yuri avait un tournevis dans sa poche, un outil qui pose question. Faisait-il partie d'une bande? Que faisait-il sur la dalle de Beaugrenelle à 18h30 avec ses amis? Son agression était-elle une réplique qui évoque une rivalité entre bandes de jeunes? Et puis, dans Le Figaro, on apprend que selon des informations de sources proches de l'enquête, la fameuse formule, eh bien, Yuri était connu des services de police pour des faits de violence et aurait un casier judiciaire avec de très nombreux éléments qui orienteraient les recherches vers un règlement de compte entre bandes de jeunes. Et cerise sur le gâteau, avec cet article de Libération, travail dissimulé des femmes de ménage ukrainiennes exploitées et sous emprise. Alors, quel rapport, me direz-vous? On va lire l'article pour le savoir. 11 Ukrainiennes auraient travaillé sans rémunération décente pour une entreprise de conciergerie. Au cœur du dossier, une patronne accusée de travail illégal, la mère de Yuri, qu'on a vu beaucoup dans les médias ces derniers jours, Jean-Yves. Oui, alors c'est assez amusant de voir Libé, si je puis dire, Libé sortir ça, parce qu'il s'était indigné, quand il y a eu l'affaire Adama ou l'affaire Théo, il s'était indigné qu'il y ait eu, avec beaucoup plus de retard, des informations sur le fait qu'Adama n'était peut-être pas tout à fait un brevet de vertu, et que la famille de Théo, il y avait quand même un certain nombre de choses à voir, beaucoup plus graves d'ailleurs que ce qu'on reproche à cette dame, puisque ce qu'on reproche à cette dame, malheureusement, c'est du travail clandestin, mais le travail clandestin à Paris, on le voit tous les jours, puisque une bonne partie des gens qui livrent Uber Eats ou qui travaillent pour Deliveroo, etc., ils sont clandestins, ils sont sous-payés. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, effectivement, la mère ukrainienne de Yuri. C'est un système totalement généralisé qui ne semble pas beaucoup gêner Libération. Je me demande même d'ailleurs qui leur livre les repas. En tout cas, c'est clair et net qu'il y a une volonté médiatique. Il y a en tout cas beaucoup d'articles qui pointent du doigt l'explication entre bandes ou effectivement comme Libé qui mettent carrément en cause la mère de ce jeune. On explique ça comment finalement? Ça, c'est quand même une coproduction police-média, hein, puisque c'est la police qui donne des informations. Ce qui est aussi une manière de noyer un peu le poisson en attendant de trouver les vrais coupables quand même, parce que c'est peut-être pas un petit ange, hein, ce garçon. Enfin, il mérite pas non plus d'être tatané comme il l'a été. Et puis il y a le fait, à partir du moment où la victime est un jeune Européen, ça n'a pas grand intérêt de le défendre. En tout cas, c'est sûr que si on compare avec la défense de Théo et de sa famille par Libération, il y a matière à s'interroger. Ou d'Adama, pareil. C'est vrai que là, il y avait moins de complaisance, on va dire. Enfin, plus de complaisance, plutôt. Et justement, j'arrive sur cette augmentation des violences des bandes. On a eu beaucoup d'interventions médiatiques et beaucoup de relativisme aussi. On va écouter Nicolas Jeantet, élu centriste du 15e, chargé de la sécurité, qui blâme l'absence de sport.
Les jeunes aujourd'hui sont sous tension. Les jeunes aujourd'hui ne peuvent plus aller au sport. Les jeunes sont obligés de rentrer très tôt chez eux. Ils peuvent plus s'exprimer, ils peuvent plus se défouler. Alors ils se défoulent sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, quelquefois, il y a des appels comme ça, entre bandes, et ils se donnent des rendez-vous la nuit, la journée, pour essayer de batailler entre eux. Alors, qu'est-ce qui nous dit finalement ces pauvres jeunes ne font pas de sport, donc ils sont obligés de se tataner, quoi. Bon, c'est un peu la violence des bandes due au confinement, c'est quand même un peu léger, puisqu'il y a eu des violences avant le confinement, il y en aura probablement, le couvre-feu, il y en aura probablement après. Voilà. Et du côté de Valérie Martineau, au gradé de la préfecture de police, eh bien c'est la faute des réseaux sociaux. Nous avons toujours des affrontements entre bandes, je dirais assez classiques, qui concernent des quartiers bien identifiés, en particulier dans le nord-est parisien, également en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne. On a ce type d'affrontements aujourd'hui qui sont, bien entendu, largement favorisés par les réseaux sociaux, qui jouent un rôle de catalyseur. Là, c'est aussi assez pitoyable, parce que dans les endroits qui sont cités comme des endroits à bandes, il y a le quartier des 4 frères Peignot. Les 4 frères Peignot, c'est un quartier où il y a des grandes barres HLM à la porte de Vanves, côté Paris, où il y a des bandes depuis 30 ou 40 ans. Alors peut-être que les bandes d'il y a 30 ou 40 ans, ceux qui en faisaient partie, ils ont pris leur retraite, mais ils ont été remplacés par d'autres. Et il y a 20 ans, pas besoin de monter à 30 ans ou 40 ans, il y a 20 ans, il y avait beaucoup de bandes dans le quartier des 4 frères Peignot. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Non, c'est peut-être un problème autre, finalement. C'est peut-être un problème différent. Voilà, mais, Elle voilà. cite aussi la Seine-Saint-Denis, d'ailleurs. Donc. Oui, voilà. Bon. Il y a peut-être un lien... il y a eu aussi des problèmes en Seine-Saint-Denis avant les réseaux sociaux. Il y a peut-être un lien mystérieux qui unit ces deux endroits. Ah, je ne sais pas à quoi vous pouvez penser. Eh bien, écoutez, Jean-Yves, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.